Alors ça y est, ben voilà, 17h02. Vous allez donc voir ce sondage et ces chiffres apparaître dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et Marine Le Pen, qui donc arriverait, selon nos projections, à 51%. On est là, Frédéric Dabi, sur la majorité dès le premier tour, finalement? Oui, ça ne lui est jamais arrivé, comme je le disais tout à l'heure. Elle avait atteint 46% aux élections législatives de 2017. À la présidentielle, dans sa circonscription, elle avait fait 45%. Donc c'est le signe de son enracinement, de son implantation. Quand on regarde les différentes catégories, elle est en tête quasiment partout, y compris dans les segments traditionnellement faibles du Rassemblement national, les personnes âgées, les cadres supérieurs. Elle arrive à capter même un électeur Macron sur 10, et donc elle devance très nettement Alors Marine justement, Tondelier. on va regarder peut-être d'abord les autres aussi candidats. Oui. Vous disiez donc 30%, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est un score très intéressant, parce qu'elle fait presque 7 fois plus qu'en 2017, et surtout le total gauche à la présidentielle, c'est-à-dire l'addition Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Roussel, ne faisait que 27%. Ça donne, dans une circonscription qui n'est absolument pas de gauche, un signe supplémentaire de la dynamique NUPES qu'on voit un peu dans tout le pays. 12% seulement pour La République En Marche, Alexandrine Pintus, dans une circonscription où Emmanuel Macron avait fait 17,5%. Là, c'est un mauvais signe, parce que on aurait pu croire qu'après sa victoire, il y aurait un petit effet de souffle et que la candidate de la majorité aurait réussi un score un peu supérieur. En tout cas, 51%, c'est quand même dans une marge d'erreur. Elle peut très bien ne pas faire ne pas dans la marge de dépasser 49, les 50. On n'est pas là pour ouvrir le parapluie, mais Bien un sûr. peu quand même. Mais en tout cas, elle est très nettement en tête et elle ne devrait pas échapper à la victoire. Arlette, quels enseignements vous tirez de ces chiffres? Effectivement, si Marine Le Pen arrive à être élue au premier tour, ce sera un signe et une satisfaction, parce qu'on parlait de cette campagne. C'est vrai qu'elle a été un peu, si j'ose dire, gagne petit avec le Rassemblement national, avec des ambitions, des ambitions assez faibles. Ruth disait, d'abord, il y a un groupe. Ouais, un groupe, mais c'est pas énorme. Quand on est finaliste de l'élection présidentielle, finalement, on se dit demain, non seulement je vais être leader de l'opposition, ça veut dire que je vais avoir le maximum de députés, l'appel à mobilisation. Donc elle est restée. Alors après, elle a augmenté. On a augmenté les ambitions. On est passé de 13 à 60. Ça permet de saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, on est à 150. Mais encore une fois, c'était un petit peu, encore une fois, des ambitions très, très limitées. Contraste effectivement avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui a volé la vedette pendant toutes ces semaines, y compris en lui piquant son grand thème du pouvoir d'achat et en centrant lui-même sa campagne autour de ça. Donc là, effectivement, si elle arrive, on verra les autres résultats, bien entendu, et quelle serait l'ampleur de la victoire ou de la non-victoire ou de la progression relative du Rassemblement national partout en France pour les législatives. Mais ça lui ferait effectivement une satisfaction élue à l'Assemblée où Mélenchon ne sera pas, et elle pourra parler. Mais en effet, Renaud, c'est peut-être à mettre un petit peu en parallèle avec aussi l'élection présidentielle. C'est-à-dire que là, on parle d'une candidate qui est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Il faut relativiser donc sur ce chiffre par rapport au Rassemblement national et au parti. Oui, c'est la prime à l'implantation. Marine Le Pen, elle a fait le choix, et elle a eu raison, depuis presque une dizaine d'années. Et à la popularité aussi, on peut le dire. Oui, la popularité, mais surtout, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, parce que ce qui joue, c'est le leadership de l'opposition pour les 5 ans à venir, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui, à Marseille, où on peut dire que son mandat n'a pas été quand même extrêmement à succès, difficulté de présence, parce qu'il doit aussi être à Paris, à l'Assemblée, donc... Elle a depuis des années cru à l'implantation. Évidemment, elle ne vient pas d'Hénin-Beaumont. Elle a des proches à Hénin-Beaumont. Elle a labouré, et elle y est très souvent, et elle aime aller là-bas. Et donc, effectivement, si jamais ce sondage se confirme, ça serait une élection dès le premier tour. Ça serait pour elle un succès. Et c'est très important parce que, normalement, elle ne reprendra pas la tête du Rassemblement national. C'est Jordan Bardella qui resterait tout le mandat, désormais, parce qu'elle n'a plus envie de s'occuper des affaires de parti. Il n'y a rien de pire que d'être patronne ou patron d'un parti, c'est que des ennuis. Elle serait la présidente du groupe. Exactement. Et donc, c'est un poste d'influence très important. Très important. Et patronne de l'opposition, en fait, aussi. Voilà, surtout si Jean-Luc Mélenchon n'y est pas. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que si elle était élue au premier tour, être présidente du groupe élue au premier tour, ça donne aussi une légitimité particulière. Et puis quand même, quelque chose de très simple. Ce serait la première fois dans l'histoire du Front et du Rassemblement national qu'un candidat accède
à la députation dès le premier tour. Le RN n'a jamais, et je pense que je ne me trompe pas, gagné de sièges dès le premier tour. Il ne fait que grimper d'année en année d'ailleurs, récupérer des sièges, et là peut-être en effet... ça, alors... Et ils sont rares en plus, les dirigeants politiques à être élus au premier tour. Sûr. Donc voilà, ça participe à la banalisation du Rassemblement national. Qui aurait imaginé il y a 15-20 ans que la suite du FN gagne au premier tour. Là, je pense qu'on a parlé de la popularité. Vous avez raison, parce que c'est pas une question de notoriété, ni une question de succès, même d'être arrivé au deuxième tour. Elle a créé une popularité, elle a suscité une popularité personnelle. On l'a beaucoup dit, beaucoup raconté pendant la présidentielle. Elle a un coefficient personnel supplémentaire, particulier, qu'elle a créé avec le temps. Elle est rentrée dans le paysage, les gens l'appellent par son prénom. Oui, elle a fait rentrer les médias aussi chez elle. Elle a donné de sa personne, en quelque sorte, c'est vrai. Et du coup, il y a une vraie relation qu'elle a tissée avec les Français. C'est la vérité. Alors, pendant la présidentielle, les gens ont découvert une personnalité qu'ils croyaient très dure et qu'ils ont découvert moins dure. Après, ils ont regardé dans son programme. Ils ont vu qu'il y avait quand même quelques failles. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais ce qu'elle a réussi, c'est vrai, c'était de neutraliser le facteur d'hostilité systématique à l'égard de son parti. Alors, Valérie, je suis d'accord. C'est vrai qu'elle a joué de cette personnalité. On se rappelle de son monologue après la convention présidentielle où elle avait parlé d'elle-même, de sa vie, de mère élevant seule ses enfants, etc. Mais il me semble que cette performance, puisque c'en serait une si elle était élue dès le premier tour, Marine Le Pen, elle tient à cette terre électorale. Marine Le Pen se serait présentée ailleurs. Je ne suis pas sûre que les sondages je suis même sûre du contraire. Il y a là une espèce d'adéquation entre le personnage qu'elle présente, vous avez parfaitement raison, le côté très proche des gens, ceux qui l'appellent Marine, et le travail qu'on fait dans cette circonscription, Steve Briouat et Bruno Bilde, il y a eu un maillage social. J'ai des souvenirs de reportages à Hénin-Beaumont avec des gens qui venaient parce qu'ils étaient dans la difficulté. Une forme, je le dis de manière non péjorative, une forme de clientélisme, c'est-à-dire que vous étiez dans la difficulté et vous alliez voir vos élus, ce qui est le cas en règle générale, et il y avait une réponse, comme le faisait le Parti communiste dans les grandes années, dans les années 60. Avec une sociologie très populaire, un moment qui correspond exactement à ce qu'on appelle le FN du Nord, qui est maintenant le RN du Nord, où il y a une demande sociale, et le programme de Marine Le Pen, notamment la retraite à 60 ans, la hausse des salaires, les produits de première nécessité, sont effectivement des mesures qui parlent aux habitants d'Hénin-Beaumont. Et en revanche, et sur fond aussi, pour finir le cocktail, de discrédit des élus de l'époque, puisque le maire socialiste d'Hénin-Beaumont avait été incarcéré et la droite avait complètement disparu. C'est aussi ça, cette implantation du binôme Briouat-Bilde avec en plus Marine Le Pen. Elle est élue en 2004 en Île-de-France et elle a choisi pour les régionales de 2010, je crois, cette terre d'Hénin-Beaumont. Alors, au niveau national, c'est quand même un poids, une personnalité, en tout cas, au niveau local aussi. Si on regarde les autres candidats, notamment la REM, la candidate de la REM, 12%, Arlette, là, ce n'est pas un bon signe, c'est ce que vous nous disiez aussi, Frédéric, pour la majorité. Alors, on ne va pas surinterpréter, et surtout pas Frédéric, qui est d'une prudence qui l'honore, mais c'est vrai qu'on voit en deux une performance qu'il a soulignée. C'est vrai que là, il y a une sacrée différence. De la candidate d'Europe Écologie des Verts, c'est-à-dire NUP, pour faire simple, si encore c'est simple, parce que si tout le monde a bien compris, et donc qui montre, et ce dont on va parler tout à l'heure, c'est effectivement une progression et des duels qui s'annoncent souvent dans la plupart des circonscriptions en France. On dit autour de 500 entre le candidat de la majorité et le candidat représentant de la gauche. Donc là, on voit poussé par rapport à l'élection présidentielle de la candidate d'Union de la gauche, Marine aussi Tondelier, qui elle aussi effectivement, elle soulignait, bien implantée. Et puis petit retrait par rapport effectivement à l'élection présidentielle pour la candidate LaREM. Donc ça peut nous donner, encore une fois, sans surinterpréter, ce qu'on voit se dessiner un peu partout. Au niveau national, ça peut être ça. C'est-à-dire effectivement une majorité sortante qui ne sera pas aussi à l'aise et aussi absolue dans la future Assemblée. Un petit recul, une stagnation, en tout cas qui est un peu préoccupante, qui doit être préoccupante pour les dirigeants de la majorité. Et puis, tous les espoirs qui sont mis et que affiche Jean-Luc Mélenchon avec une gauche qui, effectivement, encore une fois, sera présente
dans beaucoup de circonscriptions pour le second tour. Voilà, le Rassemblement national, Est-ce qu'on peut rappeler la gauche, d'un mot bien que sûr. Jean-Luc Mélenchon s'était présenté à Hénin-Beaumont contre Marine Le Pen et qu'il avait été sèchement battu. C'est juste intéressant, il faut s'en souvenir. L'enracinement, comme vous le disiez, un coup à Marseille, un coup ici, ça change aussi le regard qu'ont les électeurs sur leurs candidats. C'est le moment de parler de Manuel Valls, par exemple. On est passé de l'incarnation pour la présidentielle. On en reparlera, promis. Pour leitmotiv à effectivement l'implantation, et on verra que ça va jouer, à mon avis, un rôle extrêmement important, comme toujours lors des législatives, avec des duels qui s'annoncent serrés. Juste un mot, évidemment, c'est pas une terre de conquête pour La République En Marche, mais quand même, moins 3,5 par rapport à 2017. Oui, c'est ça. Et on va regarder dans tous les sondages, avec la prudence nécessaire, mais que l'on va cette semaine, grâce à l'IFOP et à Frédéric, voir si cet essoufflement de la majorité présidentielle se confirme dans toutes les circonscriptions, sur tout le territoire. On va en parler, mais c'est vrai qu'on a l'impression, pour l'instant, qu'il y a une sorte d'essoufflement trans-territoire et quelle que soit la personnalité du candidat. Mais après, vous avez raison, on parle là de la circonscription, évidemment. Pas-de-Calais ne sera pas partout pareil, mais ça peut donner un sentiment. Moi, pour aller dans le sens de Renaud, bien sûr, on a assisté à une campagne totalement atone et une volonté de non-campagne de la part du sommet. Je ne parle pas des candidats sur le terrain, parce qu'eux, ils se bougent, c'est normal. Et ils ont peur. Et ils ont peur. Et ils ont peur parce que, en général, une campagne législative, avec un président sortant, on est quand même soutenu et il y a quand même un souffle, il y a quand même une vague. Et là, c'est plutôt le vide, et donc ils ont assez peur, et ce sondage ne les rassure pas. Oui, et au-delà même des sondages, prenons des résultats réels. On a connu hier soir les résultats des circonscriptions de l'étranger, et dans toutes les circonscriptions ou presque, le score du candidat de la majorité présidentielle est en retrait, en recul assez net, parfois même 10 points par rapport au score de 2017. Ça leur assurera quand même des victoires, mais on voit très bien qu'on est la plupart du temps sur des duels 10 sur 11 face à la NUPES. L'abstention, alors on en parlait tout à l'heure, là il n'y a pas, on n'a pas d'estimation en effet sur l'abstention. En tout cas, on a le chiffre de 2017, voilà, qui était de 53%, 53% dans cette circonscription. Oui, et plus de 51% à l'échelle nationale. Ça va être bien sûr, comme le disait Ruth, avec une campagne atone, ce qui fait l'aspect majeur d'une campagne législative, c'est-à-dire la mobilisation, semble se dérouler de manière extrêmement lente, extrêmement pénible. Et c'est vrai qu'il y a de très forts risques que dimanche prochain, l'abstention soit majoritaire dans le pays et en tout cas supérieure à ce qu'on avait mesuré en 2017. Et le plus important, ça sera de voir le différentiel de mobilisation. Traditionnellement, il bénéficie au camp du président sortant. Ça peut faire une bascule. Emporté. Mais il semble que là, ce schéma classique qu'on a vu entre 2002 et 2017 semble mis à mal par cette drôle de campagne. Ça peut être un enjeu vraiment là, dans certaines circonscriptions. Ça peut tout changer et tout faire basculer, on est d'accord. Complètement, et avec une abstention forte aussi, il faut le dire, ce qui avait été très fréquent par exemple en 1997, les triangulaires seront quasiment absents. Il y en avait eu qu'une en 2017. Et peu de triangulaires là. Parce que les deux premiers sont qualifiés et le troisième, il faut qu'il fasse, s'il y a 50%, 25%, ce qui est évident. Évidemment, l'avantage est au camp qui, c'est très important, mobilisera son électorat. On dit ça à chaque fois, ça a l'air d'être une évidence, mais ce n'est pas une évidence, c'est que chacun mobilise. Et on voit bien, là peut-être qu'il va y avoir un réveil de la majorité. Emmanuel Macron va peut-être encore s'exprimer cette semaine et faire un peu campagne. C'est surtout de là qu'effectivement il faut un peu pulser. Et puis on voit à gauche aussi, et c'est la grande inquiétude pour la NUPES, c'est la mobilisation d'un électorat populaire, souci encore une fois partagé évidemment par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Donc celui qui mobilise le plus, compte tenu du niveau d'abstention et du niveau qu'il faut atteindre pour être qualifié pour le second tour, c'est là tout l'enjeu et c'est la clé du scrutin. Notamment la mobilisation derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'on a vu quand on analyse des chiffres de la présidentielle qu'en effet, il y a eu un vote très populaire autour d'Emmanuel Macron, notamment dans les quartiers, c'est vrai, ou les villes autour de Paris. Pas sûr en effet qu'il se déplace là, mais en même temps peut-être qu'il pourra aussi galvanisé, j'ai envie, contre lui. Dit, Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu encore hier sur notre antenne, lui dit qu'il pense qu'il y a mobilisation dans les quartiers populaires qu'il avait porté assez haut pendant la présidentielle. Il faut dire aussi que la possibilité de cette dynamique, enfin c'est pas une possibilité, cette dynamique NUPES qu'on voit à l'œuvre peut surmobiliser
ceux à qui la NUPES fait encore peur. Hein. Ceux qui disent, mais attendez, quand on regarde le programme, regardez la difficulté, la crédibilité de ce programme. Si ces adversaires faisaient vraiment campagne, peut-être. Ouais. mais pas seulement. Vrai que quand ils vont pas campagne, c'est vrai que certains le font, et la surmobilisation qu'on a pu voir dans les temps passés sur les candidats, par exemple, du Front National ou de la droite, peut là fonctionner contre les candidats réunis dans cette alliance populaire. Il y a un petit facteur, pardon, en ce qui concerne Emmanuel Macron, il avait siphonné, on l'a suffisamment dit, à la présidentielle, l'électorat de LR de Valérie Pécresse. La non-campagne, plus les incidents au Stade de France, plus un certain nombre de situations, laisse peut-être planer une petite menace pour lui de ce report des LR sur son électorat au premier tour et peut-être même au deuxième tour, et c'est là où je suis d'accord avec Valérie, peut-être qu'au deuxième tour, face à un NUPES, l'électorat LR dira entre la peste et le choléra, qui va choisir. Mais bon, il faut aussi qu'il se mobilise, il peut aussi s'abstenir. C'est un peu comme le second tour, finalement. Et ça, c'est les inconvénients de la non-campagne. Parce que dans une campagne qui suit la présidentielle, où on a les LR avec soi, normalement, on avance plus tranquillement. Mais quand on ne fait pas campagne, on ne les garde pas, et ils n'arrivent pas. Et puis quand il y a des incidents comme au Stade de France, la question de la sécurité revient au centre, elle peut créer de la méfiance, et ces électeurs LR peuvent se dire, finalement, non, j'y vais pas. Et donc cette mobilisation, il faut la travailler, il faut l'activer, il faut la justifier, il faut la légitimer. Donc il y a un travail encore de campagne qui n'est pas fait, qui doit être fait. Renaud, oui, effectivement, compte tenu de l'abstention à prévoir, l'absence de triangulaire fait que les reports de voix sont la question essentielle. Oui. Parce que lorsque vous avez toujours des duels, lorsque vous avez une triangulaire, chaque camp est dans son couloir et on regarde celui qui est arrivé en tête. À partir du moment où vous avez des duels, la question des reports de voix fait que vous pouvez avoir des très bons premiers tours et des seconds tours très mauvais. Et c'est, depuis le début, le risque de la NUPES. Absolument. Et on le voit bien dans les résultats chez les Français de l'étranger hier. Ils sont au second tour dans 10 circonscriptions sur 11, mais à chaque fois, ils arrivent en seconde position par rapport à la majorité présidentielle avec des réserves de voix qui sont compliquées à avoir. Parce que, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron dans son entretien de la PQR il y a 2-3 jours? Il a nommément ciblé Jean-Luc Mélenchon. Il fallait qu'il réponde à un moment quand même. Hein. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait quand même fait cette campagne. Dans le JDD aussi, on l'avait vu, moi, Premier ministre. À un moment, on attendait aussi la réponse d'Emmanuel Macron. Il fallait qu'il réponde. Et caricaturé, mais c'est comme si on avait 3 tours présidentiels. On avait un deuxième tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et un troisième tour Jean-Luc Mélenchon. C'est le référendum pour ou contre.